Alors, le scénario de vie, là, c'est Eric Berne, psychologue aussi, qui a découvert un scénario qui existe déjà depuis des millénaires, hein. Mais lui, il n'a fait que le découvrir en 1950. Le scénario va de pair avec le triangle de Karpman, puisqu'on a vu que dans le triangle de Karpman, vous aviez trois personnages, la victime, le bourreau et le sauveur. Le scénario de vie, c'est maintenant quelle vie mène le personnage. Ok, je suis victime, très bien, mais je suis une victime de qui, de quoi et comment je vis tout ça. Il me faut bien un scénario de vie. Est-ce que je suis une victime qui vit dans la pauvreté, maltraitée, dans l'alcool ou je ne sais trop quoi? Ou est-ce que je suis une victime, par exemple, d'un homme riche qui m'exploite? Est-ce que je suis une victime de mes parents qui abusent de ma gentillesse et de ma confiance pour me demander de faire 1000 trucs à leur place? Est-ce que je suis la victime d'un ami qui passe son temps à me vomir ses problèmes sans que je puisse dire non et couper la relation? Dans quoi je suis victime? Donc là, le scénario de vie nous permet de voir dans quel film nous sommes enfermés. Ok, je sais que je suis une victime, j'ai compris. Mais maintenant, dans quel film je suis? Une fois qu'on a identifié le film, on se dit ok, donc maintenant je ne veux plus être la victime et je ne veux plus de ce film-là. C'est un peu comme une personne qui a pris 40 ans de prison, il a été enfermé à 20 ans, il sort à 60. Il a arrêté tout un pan de sa vie. Quand il sort de la prison, ok, il est libre. Oui, mais maintenant, il fait quoi? Si on ne lui propose pas un programme de réinsertion, si on ne propose pas un programme de vie, qu'est-ce qu'il va faire ce personnage? Et donc c'est ça. Donc sortir du triangle de Karpman, c'est bien. Sortir du scénario de vie, c'est mieux. Mais le pouvoir de création permet de réécrire, de créer quelque chose qui me correspond. Et donc là, nous entrons dans les outils de la création. À travers quoi? À travers un outil magnifique qu'on appelle l'imagination, puisque l'imagination est tout. L'imagination couplée à quoi? Couplée au corps, donc le théâtre, et à l'action. Donc je suis déjà la personne que je veux être. Je ne suis pas seulement en train de l'imaginer assis sur mon lit ou en méditant, je suis en train de jouer. Donc le théâtre de la conscience, c'est aussi faire prendre conscience à la personne qu'elle est ce personnage, à la fois dans son imaginaire, dans ses pensées, dans ses mots et dans son corps. Alors, c'est ce livre, effectivement, ouais, c'est un rêve que j'ai depuis à peu près une dizaine d'années. C'est l'histoire d'une personne qui se retrouve au plus bas, au point zéro, c'est-à-dire qu'elle perd son job, elle divorce, elle se retrouve avec des problèmes financiers importants, cette personne n'arrive plus à avoir son enfant parce qu'il ne paye plus la pension alimentaire, bref, il est dans un cercle vicieux. Et puis, un soir, il arrive dans un bar, et puis il décide de noyer ses soucis par de l'alcool. Donc il boit 1, 2, 3, 4 verres, jusqu'au moment où il entend une voix dans sa tête qui lui parle. Et alors lui, il panique, le gars, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Je deviens schizophrène, ou alors peut-être que trop de problèmes m'ont plombé en fait, et donc du coup mon cerveau il bug, il se passe quelque chose, et puis il regarde à gauche à droite, et puis il se rend compte que à part lui, il n'y a qu'une jeune fille au bar qui est en train d'écouter le concert de jazz du bar. Donc il ne sait pas quoi faire, et il est pris de panique, et il se dit bon, bah, le seul moyen de sortir de cette peur, là, cette panique, c'est que j'aille parler à cette fille-là. Donc il se lève, il prend son verre, et puis il va discuter pour oublier un peu, entre guillemets, sa vie de merde, catastrophique. Donc il passe la soirée à parler avec elle, et puis elle s'en va, elle s'en va, donc elle sort du bar, et puis donc il appelle le serveur pour payer, et puis quand le serveur lui apporte la note, il lui dit mais vous avez oublié de prendre le verre de la jeune fille. Et là le serveur lui dit mais quelle jeune fille? Il lui dit mais la jeune fille avec qui je parle à l'instant là, j'ai passé une demi-heure avec elle, celle qui a un haut blanc. Il dit mais il n'y avait personne avec vous monsieur. Il dit mais comment il n'y avait personne avec moi?
Il dit non, vous êtes tout seul. Depuis tout à l'heure, vous avez parlé tout seul. Et donc en fait, au fur et à mesure, je ne vais pas dévoiler tout le livre, mais l'objectif de ce livre, en fait, c'est de faire prendre conscience aux gens qui le liront, en fait, du point zéro, c'est-à-dire j'ai pris vraiment une personne, on va dire, simple, qui n'a aucune connaissance ni en développement personnel, ni en spiritualité, qui va rencontrer, on va dire, un guide spirituel, le rôle de cette jeune fille, et qui va, à travers des questions, réponses, l'emmener en fait à un niveau de conscience où il va prendre conscience de quelque chose. Alors je ne vous dis pas la fin du livre, sinon je vais le spolier, mais en gros, voilà. Donc c'est un livre qui sera en 4 tomes, 4 épisodes. Pour pas que ce soit indigeste, j'ai préféré privilégier le format poche 80 pages, pour que ce soit simple. Et puis pour pas balancer 350 pages, j'ai préféré le découper en 4 épisodes. Voilà en gros. Alors ce livre, je ne sais pas, vous ne me l'avez pas posé la question, mais à qui il s'adresse? Il s'adresse à des personnes qui se posent des questions et des personnes qui n'ont pas forcément de grandes connaissances en spiritualité, ou alors des personnes qui veulent revenir aux bases, se réancrer dans la spiritualité. Parce qu'il y en a qui ont pris la spiritualité et qui ont tellement d'informations sur la spiritualité et sur le développement personnel qu'ils n'arrivent pas en fait à incarner toutes ces informations qu'elles ont en elles. Or ce livre permet de revenir, on va dire, comme ils disent aux États-Unis, quand dans ta vie ça ne va pas, back to the basis. Reviens aux bases toujours. Reviens à la source. Donc ce livre est fait surtout pour ça, pour revenir à l'essentiel. Alors, le titre, c'est L'éveil d'un commercial, puisque le héros est un commercial. Et puis le tome 1, c'est Voyage au cœur de la conscience. Alors, pour moi, les gens souffrent parce qu'ils sont attachés. C'est-à-dire qu'en fait, réellement, on focalise notre attention sur l'objet de la souffrance. On a perdu un être cher, on a perdu un job, on a perdu son compagnon, sa compagne, on a perdu une relation. Et donc, on s'attache finalement à ce qu'on a perdu. Or, justement, le problème, ce n'est pas tant ce qu'on a perdu, bien que ça peut être une souffrance, mais c'est tous les espoirs qu'on a mis dans cet objet. En fait, c'est surtout l'attachement. À partir du moment où je réalise que tout est impermanent dans la vie, que tout change, d'abord, pour répondre à cette question-là, j'ai envie d'aller voir du côté des croyances. Parce qu'en fait, une croyance, finalement, elle appartient à tout un chacun. C'est-à-dire que si vous croyez que vous n'êtes pas créateur de votre vie, vous ne serez pas créateur de votre vie. Et en quel cas, vous serez une simple victime aux mains de la chance ou du hasard ou du destin ou ce que vous voulez. Moi, personnellement, je crois que nous sommes créateurs de notre vie. J'ai eu l'occasion de le faire, d'expérimenter à plusieurs reprises et j'ai vu que j'ai créé mon malheur, je pouvais créer mes solutions. Donc, d'abord, on retrouve, il y a beaucoup d'écrits aujourd'hui qui prouvent que nous sommes créateurs de notre vie. Si on va chercher dans les philosophies orientales, on va se rendre compte que Bouddha le disait déjà, nous sommes créateurs de notre vie. Jésus le dit aussi dans le Nouveau Testament, croyez que vous avez déjà reçu et vous recevrez. Vous ferez des miracles encore beaucoup plus grands que moi, etc. etc. Et pour revenir à ma façon de voir les choses, je pense que oui, nous sommes créateurs, et pour une simple et bonne raison, c'est que nous sommes venus dans ce monde-là pour expérimenter. Maintenant, jusqu'où nous sommes créateurs? C'est ça la question finalement. Jusqu'où? Est-ce que je suis créateur de ma propre mort? Est-ce que je suis créateur de tous les malheurs du monde? Alors, je ne sais plus qui a écrit un jour quand il n'y a plus de mots, il y a des mots. Quand il n'y a plus les mots MOTS, il y a les mots MAUX. La souffrance physique, oui, bien sûr qu'elle est connectée à la souffrance psychologique et émotionnelle. Évidemment, nous sommes un corps. Nous ne sommes pas une émotion avec un cerveau, avec un corps, avec 2 bras, 2 jambes, des yeux, etc. Nous sommes une personne.
Donc quand on touche à quelque chose, ben évidemment, ça se répercute ailleurs. J'ai eu l'occasion d'être formé il y a quelques années à une technique qui s'appelle la régulation des émotions, qui en fait explique que le corps en fait enregistre toutes les souffrances que nous avons vécues durant notre enfance. Depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, le corps enregistre. On appelle ça une mémoire sensorielle. Et c'est à travers ces mémoires du corps que la maladie s'active ou se désactive. C'est-à-dire que par exemple, quand une personne est dans le stress, comment elle peut savoir qu'elle est dans le stress? Simplement en se connectant à son corps. C'est-à-dire que c'est son corps qui lui dit qu'elle est stressée. Sinon, elle ne peut pas le savoir. Elle peut imaginer qu'elle est en souffrance, elle peut penser qu'elle est en souffrance. Mais pour savoir que tu es en souffrance, c'est ton corps qui t'indique que tu es en souffrance. Donc ton corps t'indique bien que quelque chose de l'ordre de la souffrance psychologique, émotionnelle, existe. C'est à travers le corps que nous pouvons nous reconnecter à ce qui ne va pas dans notre vie. Donc évidemment, quand nous changeons rien dans notre vie, durant des années et des années et des années, et que le corps a envoyé des signaux non-stop, il y a un moment donné où le corps finit par craquer. Je me souviens, moi, d'une expérience qui m'est arrivée il y a à peu près 5 ans. Je vivais une relation sentimentale dans laquelle j'étais pas bien. Et puis, je ne voulais pas la rompre parce que j'étais amoureux. Et donc, du coup, je recevais des signaux, en fait, qui m'indiquaient que je ne devais pas retourner avec cette personne-là. Et je ne les écoutais pas. Donc, par exemple, je me souviens d'avoir un rendez-vous avec cette personne-là. Je me suis retrouvé 2 jours avant malade. Un autre rendez-vous, on m'avait appelé pour une mission ce jour-là. J'ai été, donc je ne me suis pas rendu. Mais je continuais quand même à entretenir. Et quand le corps a vu qu'il n'y avait aucun moyen pour me dissuader de la relation, qui était toxique pour moi, un soir, j'étais en rendez-vous et j'étais en 2 roues. Et je me souviens, il pleuvait. J'étais à Porte de Clichy. Et je rentrais. Et pourtant, j'étais extrêmement prudent parce que la pluie en scooter, c'est extrêmement dangereux. Malgré ça, la voiture de devant a pilé et quand j'ai freiné, je suis rentré dedans. Je me suis retrouvé à l'hôpital avec la clavicule cassée. Et quand j'étais à l'hôpital allongé en train de me faire réparer la clavicule, je me suis dit mais qu'est-ce que mon corps essaie de me dire? Et en fait, mon corps essaie de me dire à travers ce scooter en fait que le déplacement que j'étais en train de faire n'était pas bon pour moi. Je me suis retrouvé pendant 3 semaines immobilisé, je ne travaillais plus rien. Et pendant 3 semaines, j'ai fait le point sur ma vie et je me suis rendu compte que ma relation était toxique. Quelques jours plus tard, j'ai stoppé la relation et du coup, tout s'est remis en état et terminé. Donc il y avait bien quelque chose, le corps essayait de m'indiquer que quelque chose n'allait pas dans mon état émotionnel. Donc oui, bien sûr. Mais on ne développe pas une maladie juste sur un problème. Il faut que ce problème soit suffisamment récurrent durant des années, pour user le corps jusqu'à ce que le corps finisse par lâcher et développer une maladie. Est-ce qu'il y a un sens à la vie? Ça, c'est une question que je me suis posée depuis l'enfance. J'ai toujours cru que j'avais un sens, une mission. Et j'ai passé mon temps à chercher cette mission. Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde? Et j'avais une peur qui était connectée à cette mission de vie, c'était d'arriver à 80 ans, 85 ans, et être sur mon lit de mort et de me rendre compte à 85 ans, me dire « Ok, je viens enfin de trouver ma mission de vie » et de ne pas pouvoir l'accomplir. Et cette espèce de peur obsessionnelle me poussait en fait à tester plein de choses, pour essayer de voir si c'était vraiment ça qui était fait pour me correspondre en fait. Je n'avais pas envie de passer à côté. Et puis la vie, par le biais du hasard, un jour, j'ai rencontré un maître indien, un sage, avec qui on a eu un échange. Et puis la première question que j'avais envie de lui poser, c'était celle-là. Et donc je lui pose la question, je lui dis, mais je peux vous poser une question? Il me dit, oui. Et puis je lui dis, quel est le sens de la vie? Puis il me regarde comme ça pendant quelques secondes, il fait un sourire, puis il me dit, pourquoi tu veux savoir ça? Puis je lui dis, mais parce que moi, toute ma vie, j'ai passé ma vie en fait à chercher un sens, et j'aimerais le découvrir avant qu'il soit trop tard. Et puis il reste encore quelques secondes comme ça à me regarder, puis il baisse les yeux, puis il me dit, il n'y a pas de sens à la vie. Et là, je prends une douche froide. Je dis, c'est pas possible, je refuse d'accepter ça. Je dis, c'est pas possible. Je n'ai pas passé toute ma vie à chercher un sens
pour que quelqu'un me dise qu'il n'y en a pas. Ça ne peut pas exister. Dans tous les livres que j'ai lus, tous les livres que j'ai pu lire parlent tous de la mission d'âme, du sens de la vie. Je me suis dit, c'est pas possible. Lui, il ne peut pas venir en quelques secondes me dire totalement le contraire de ce que j'avais cru pendant des années. Et puis, puisque l'interview était en anglais, et puis je lui dis, mais je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Je lui dis, I can't catch what you say. Et puis il me regarde, il m'a dit, why you want to catch? Et là, cette phrase à la fin, elle est trop choc dans ma tête. Why you want to catch? Pourquoi tu veux attraper cette information? Pourquoi tu veux t'approprier cette information-là? Et là, j'ai vu que c'était mon mental. J'ai compris tout de suite qu'en fait, c'était la peur qui me poussait en fait à chercher une mission de vie. Comme si je devais justifier le fait d'être venu sur Terre pour faire quelque chose. Comme si tout ce que j'avais fait n'était pas suffisant pour pouvoir avoir le droit d'exister dans ce monde. Alors que lui me disait qu'il n'y avait juste rien. Il n'y avait pas de mission. Tu étais juste là pour vivre. Et donc, j'ai commencé à rire. Mais rire, je riais tellement sa phrase était tellement simple, je me suis mis à marrer. Et lui riait aussi. Et puis quelques heures plus tard, je suis revenu le voir pour approfondir un peu. Et puis je lui dis, alors si je comprends bien ce que tu voulais me dire, c'est que, en fait, s'il n'y a pas de sens, finalement, c'est nous qui donnons le sens à notre vie. Il me dit oui. Et donc là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, finalement, j'ai passé ma vie à chercher un sens, un seul sens, en ayant peur de le rater. Alors que finalement, je donne le sens que je veux, à ce que je veux. Si, pour moi, le sens de ma vie, c'est d'aller voyager, faire le tour du monde, eh bien, si c'est ça, je le fais. Et si dans 2 ans, c'est plus ça, et que c'est autre chose, ben je fais autre chose, et je reprends un nouveau sens, et ainsi de suite. Peut-être que le sens, finalement, c'est une multitude de petits sens, qui font finalement un sens. Et peut-être que finalement, à la fin de notre vie, on se rend compte que tous les petits sens qu'on a donnés à notre vie, on découvrira l'unité. On va découvrir la logique, un peu comme un puzzle, hein, des petites pièces qu'on met au fur et à mesure pour nous rendre compte qu'à la fin, pof, ça donne un portrait ou une photo. D'abord, les émotions ne sont pas connectées à la souffrance. La souffrance est une non-acceptation de ce que je suis en train de vivre ici et maintenant. L'émotion est un indicateur. Il nous indique notre état actuel. Alors, si prenons une émotion toute simple, la colère ou la tristesse, peu importe. Prenons la tristesse, ce sera plus simple. La colère, c'est... Quand nous sommes tristes, en fait, qu'est-ce qu'on fait généralement? On cherche à fuir la tristesse. On veut y rester le minimum de temps dans cet état, parce que le corps souffre, en fait. On ne veut pas. Donc tout de suite, on va chercher des distractions, on va appeler des amis, on va boire un verre, on va sortir en discothèque, on va faire ceci, cela, cela. Or, la tristesse, c'est un état présent qui nous indique que quelque chose ne va pas. Donc, ok, je veux me sentir mieux, qu'est-ce que je fais? J'embrasse ma tristesse. L'embrasser, c'est pas se conforter dans un état de tristesse, c'est accepter la tristesse. Ça, c'est le premier point, je l'accepte. Alors, certaines personnes vous diront, ah ben oui, mais moi j'accepte ma tristesse. Je l'accepte, je l'embrasse, je l'aime. Oui, mais je leur pose la question, je leur dis, mais vous l'acceptez pour qu'elle disparaisse ou vous l'acceptez sincèrement parce qu'elle est là? Parce que c'est là la nuance. Si j'accepte ma tristesse, je l'embrasse en regardant ma montre et en me disant mais combien de temps ça va encore durer cette histoire, j'espère qu'elle va partir vite fait, je ne suis pas en train d'embrasser ma tristesse. Embrasser ma tristesse, c'est la prendre jusqu'à ce que ce soit elle qui décide de partir quand elle veut. Ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 1 jour, ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 1 semaine. Je sais que c'est long, mais c'est le seul moyen de pouvoir faire disparaître une émotion qu'on n'a pas envie de ressentir. En fait, ce qui me rend le plus heureux, c'est de savoir que ce qui vient est toujours meilleur que ce qui est passé. C'est l'espérance, en fait. Et c'est vrai que je sais que, en fait, à partir du moment où on entre dans la vie,
sans résistance, en acceptant les choses telles qu'elles viennent, en cherchant un sens qui nous va bien dans l'instant présent. La vie nous donne des opportunités de pouvoir grandir, changer, vivre. Et c'est ça qui me donne de la joie dans la vie. C'est de savoir que je suis ici simplement pour expérimenter et l'unique but de ma mission de vie, c'est vivre. C'est tout. Je suis là pour vivre. Et le fait de savoir que j'ai déjà accompli ma mission de vie, puisque je vis en fait, ça m'enlève un poids. Tout le reste, ce n'est que du plaisir en fait. Voilà ce qui me rend heureux.